Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Alors il s'appelle Ryan Nezar, il était porte-parole de La République En Marche, il est resté quelques jours, il a présenté sa démission. Il avait copieusement, et vraiment copieusement, insulté des responsables politiques sur son compte Twitter lorsqu'il était étudiant. Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé de quitter ses fonctions ? Écoutez, j'ai échangé avec lui, avec toute cette difficulté. C'est un homme de grande qualité, c'est un homme qui a grandi et lui-même a dénoncé les propos qu'il avait tenus quand il était étudiant. Mais je crois qu'il y a une violence sur les réseaux sociaux qui nous oblige, nous, les responsables politiques, et que ce qu'il avait dit à ce moment-là l'empêchait de porter la parole de ce nouveau mouvement. C'est ce que vous lui avez dit. Oui. Vous lui avez demandé de quitter ses fonctions. C'est comme ça que ça s'est passé. Je lui ai dit que nous étions dans un contexte où tout cela n'était pas compatible et que de toute façon, il serait empêché de faire son travail dans de bonnes conditions. Mais c'est difficile. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit à l'oubli. l'oubli ? Peut-être moins en politique qu'ailleurs, mais parce que nous avons cette exigence d'exemplarité, parce que nous devons nous battre tous les jours contre ce déferlement de haine que portent les réseaux sociaux. Nous devons effectivement accepter la mise en cause des journalistes en particulier, et nous devons refuser des mots qui sont trop violents. C'est dur humainement. Le rapport que j'ai avec lui me rend triste de cette situation, parce que je sais c'est le mot que j'ai utilisé. Votre question est bien posée, c'est le mot que j'ai utilisé, y compris avec lui, c'est un gâchis. Je souhaite qu'il puisse s'apaiser, je souhaite qu'il puisse s'excuser, et je souhaite qu'il puisse se réengager en politique, mais pas sur des fonctions aussi exposées que celles de porte-parole. Vous avez d'abord commencé par penser que ça allait passer. Certains propos qui vous sont attribués, et dans lesquels vous expliquez qu'il a été rattrapé, par exemple, par son vocabulaire de jeune de Montreuil, que tout ça n'est pas si grave. Alors d'abord, ce ne sont pas mes mots. Et d'ailleurs, ça encore, c'est révélateur de l'emballement médiatique. Je n'ai jamais tenu ces mots-là. Je ne me suis pas exprimé publiquement avant de le rencontrer, Ryan. Et pourtant, on me prête des propos qui suscitent immédiatement l'emballement et des réactions politiques. Y compris du maire de Montreuil. Y compris du maire de Montreuil et d'autres du député de cette circonscription. Parce qu'on commente le commentaire. Je pense qu'en politique, on gagnerait à commenter la réalité. Et comment on fait ? Parce que ça fait des années que ça dure, y compris le maire de Montreuil qui vous traite de narvalo. Alors si vous avez compris ce que c'est, il faut nous expliquer ce matin, parce que moi je ne sais pas ce que c'est. Non, et surtout qu'il y a deux versions, une avec le W, une sans le W. Mais ce ne sont pas des mots agréables. Manifestement, c'était pas sympa. Mais là encore, je pense qu'il commet une petite erreur. C'est que plutôt que de faire un tweet violent, me mettant en cause, utilisant une insulte, Narvalo semble être du registre de l'insulte, il aurait pu me passer un coup de fil et j'aurais pu lui dire que j'apprécie Montreuil, que j'y ai quelques amis et que s'il m'y invitait, je m'y rendrais volontiers. Qu'est-ce que ça raconte sur la difficulté de faire un nouveau parti avec de nouvelles têtes, cet épisode-là ? D'abord, ça raconte l'exigence. Mon exigence, celle du mouvement où effectivement quelqu'un qui a certes des qualités mais qui a commis des erreurs, quelques tweets, effectivement nous sanctionnons avec lui immédiatement. Ça veut dire que vous allez faire ce travail avec les autres futurs peut-être porte-parole dans les années qui viennent, candidats au municipal, pour essayer de savoir s'ils ont des propos à se reprocher, y compris des propos qui datent de l'époque où ils étaient étudiants. Vous allez le faire, ce travail-là ? Oui. Et je vais le faire avec chacune et chacun, mais d'abord non pas en les contrôlant, en les fliquant, mais en les invitant à faire ce propre travail. Mais c'est aussi ce qu'a fait le Premier ministre Édouard Philippe en portant cette exigence pour chacun de ses ministres. Emmanuel Macron nous a rappelé aussi un certain nombre de règles. Si on veut rétablir la confiance avec nos concitoyens, il faut que, pour nous, la classe politique, nous soyons plus exigeants encore qu'avec n'importe qui. Commençons par l'être par nous-mêmes. Je pense que c'est une bonne vertu. Tiens, puisque vous parlez d'exigence envers vous-même, est-ce que votre chauffeur respecte toujours les limitations de vitesse ? Je pense, et quand il est avec moi, je veille à le lui rappeler. Je vous parle de cela parce qu'évidemment, le passage à 80 km/h pour la limite officielle sur les routes secondaires va être officialisé par le Premier ministre aujourd'hui. Il y a une partie de la droite qui dit que c'est encore une mauvaise manière qui est faite au territoire. Aux gens qui ont besoin d'utiliser ces réseaux secondaires, à cette France des territoires. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là qui sont formulées, par exemple, Damien Abad, le porte-parole des Républicains, qui dit que ce serait vécu comme une nouvelle taxe supplémentaire pour les Français et les automobilistes. Vous savez, je suis un élu de la ruralité des Alpes de Haute-Provence. Je sais cette réalité-là. Et je sais que la première des injustices, c'est qu'il y a justement beaucoup plus de morts dans la ruralité sur nos routes qu'en milieu urbain et qu'à Paris. Alors vous savez, je crois qu'il faut soit être populiste et vouloir faire plaisir aux gens. Et sur la question de la sécurité routière, chaque fois qu'il y a eu des décisions courageuses, je pense à Jacques Chirac le 14 juillet 2002 quand il annonce un grand plan de sécurité routière. Je pense à toutes les mesures de sécurité qui ont été prises, la ceinture. Moi, quand j'étais enfant, mes parents m'aimaient beaucoup et pourtant on me posait à l'arrière de la voiture, voire même sur la lunette arrière. On l'a tous fait. Les choses ont changé et on a beaucoup moins de morts, beaucoup moins de blessés. Donc oui, il faut du courage politique, il ne faut pas faire de populisme. Et oui, il y a une injustice dans la ruralité où il y a beaucoup plus de morts. Si chaque jour,
par le fait qu'on puisse baisser de 10 km/h la vitesse, par le fait qu'on puisse perdre 45 secondes pour faire 10 km, si chaque jour on sauve une vie, alors je serais fier d'être aux côtés d'Édouard Philippe et de le soutenir dans cette mesure. Et pour ça, il faut des contrôles. Donc pour ça, il faut plus de radars. S'il suffit juste de mettre une limitation de vitesse, une nouvelle limitation sans ajouter de radars, ça ne sert à rien. Donc est-ce que, à votre avis, il faut aussi augmenter les contrôles pour sauver des vies et augmenter le nombre de radars? C'est-à-dire en matière de sécurité, qu'elle soit routière ou quelle qu'elle soit, si vous n'avez pas de contrôle, ça ne marche pas. Donc de toute façon, il en faut. Mais ce qui est intéressant, on a testé le passage de 90 à 80 sur 3 secteurs, des petits secteurs. Expérimentation contestée, hein. Oui, mais il y a une chose qui n'est pas contestée, c'est que sur ces secteurs, la vitesse a baissé en moyenne entre 2 et 9 km/h sur ces 3 secteurs. Ça veut dire que sans radar, il y a déjà une anticipation. Moi, quand j'observe sur la route ces 30 dernières années, on voit que le comportement des automobiles, ça a changé. Et pourtant, ces 3 dernières années, on voit qu'à nouveau, la vitesse a augmenté. Et un accident grave sur 2 est issu de la vitesse. Les carburants, le stationnement, l'augmentation des amendes qui sont donc gérées maintenant par les municipalités, augmentation aussi des conditions du contrôle technique, limitation de la vitesse. Est-ce que vous avez un problème avec les automobilistes ? D'abord, ces mesures sont anciennes, même si je peux les assumer les unes et les autres, et toutes ne sont pas du fait du gouvernement et donc ne seraient pas liées à un problème avec les automobilistes. Mais aujourd'hui, il faut effectivement, notamment en milieu urbain, notamment à Paris, faire moins de place pour la voiture et plus de place pour le transport public. Il faut effectivement assumer que quand le diesel est dangereux pour la santé, à un moment donné, on reconnaisse les erreurs du passé et qu'on dise qu'on va vers la convergence. Et ça marche. Aujourd'hui, on achète plus de voitures essence. Depuis l'année dernière, c'est la première année que de voitures diesel. C'est un enjeu de santé aussi. Donc vous voyez, d'un côté, on peut sauver des vies, de l'autre, on peut sauver la santé de nos concitoyens. Oui, mais il faut du courage politique. Nous en avons. Alors, le ministre de l'Intérieur va devoir manœuvrer pour faire voter le projet de loi sur l'immigration à venir dans le courant du mois de janvier. Est-ce qu'à votre avis, il est prêt à lâcher du lest ? On a bien vu que ce texte-là divisait, y compris au sein de La République En Marche, au sein de la majorité. Est-ce que vous dites ce matin, il va falloir de toute façon arrondir les angles en l'état de ce qui a été publié dans la presse ? Le texte ne trouvera pas de point d'équilibre au sein de la majorité. Alors d'abord, le texte n'existe pas aujourd'hui, mais il y a des discussions sur un sujet qui est symbolique, qui est fort, qui est puissant, qui touche à l'émotion et aux valeurs de chacune et de chacun d'entre nous. Et donc, le ministre de l'Intérieur est en train d'échanger, le Premier ministre aussi, avec l'ensemble des acteurs de ce sujet. Mais une chose est sûre, c'est que si on veut garantir l'accueil des réfugiés, c'est-à-dire ces femmes et ces hommes qui ont fui des terrains de guerre où ils risquaient de mourir dans de bonnes conditions, il faut réussir leur intégration. Depuis 30 ans, on ne l'a pas réussi. Donc il faut se donner ces moyens-là. Et se donner ces moyens-là, c'est faire en sorte que quand on ne vous reconnaît pas le statut de réfugié et que vous avez une décision de justice de reconduite à la frontière, vous soyez reconduit à la frontière. Aujourd'hui, seulement 4% des décisions de justice sont exécutées en France. Ça n'est pas normal. Comment vous allez faire avec Gérard Larcher ? Gérard Larcher, le président du Sénat, qui fixe des lignes rouges, des sacrées lignes rouges sur la réforme de la Constitution. Il va falloir composer avec lui, vous n'avez pas le choix. On va discuter parce qu'effectivement, il représente une assemblée essentielle, celle du Sénat, notamment pour une réforme constitutionnelle. Mais Gérard Larcher, c'est aussi que le président de la République s'est engagé devant les Français sur un certain nombre de sujets, notamment le non-cumul dans le temps, parce que la classe politique doit être renouvelée. Mais je pense qu'il a dû entendre aussi les Français qui ont voté à l'élection présidentielle pour Emmanuel Macron sur ce contrat clair. Nous discuterons avec lui. Et le président de la République a indiqué lors de la rencontre du Congrès devant les parlementaires qu'il pourrait utiliser le référendum si c'était nécessaire. Ça n'est pas aujourd'hui nécessaire parce que nous dialoguons. Mais ça n'est pas exclu non plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à vous, Laurent.